Good Morning Hossegor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du mardi au vendredi en direct à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Hossegor, l'interview sur Web Radio. Nature aujourd'hui. La réserve naturelle nationale de l'étang noir à Seignos protège l'étang noir et ses milieux depuis 51 ans. Les habitats, les espèces et un hydrosystème que je vous propose de mieux comprendre en compagnie de mes invités aujourd'hui. Stéphanie Darblat, conservatrice de la réserve naturelle nationale de l'étang noir, et Emma Lorgue, étudiante en Master 2 et chargée d'une mission diagnostic ancrage territorial pour la réserve. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Et bonjour. Avant de revenir sur ces enjeux patrimoniaux de la réserve, comment s'est passée cette saison touristique qui implique forcément une fréquentation plus élevée et positive pour faire rayonner votre action, mais et aussi peut-être parfois dérangeante pour les milieux? Le juste équilibre. C'est ça. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai dit juste équilibre, j'ai associé les deux mots. Alors, la saison, on va dire, s'est bien passée, avec une fréquentation sur la réserve naturelle qui est depuis quelques années maintenant en forte progression. On est à un peu plus de 50 000 visiteurs par an. Et donc pendant l'été, en juillet et août, on accueille à peu près la moitié, j'allais dire, de la fréquentation sur le site, avec un mois d'août. Enfin voilà, c'est la localisation géographique qui fait que, bien évidemment, on a une fréquentation qui va aussi avec la fréquentation du littoral, tout simplement. Oui, mais donc, votre action aussi et votre communication sur votre action qui attire les touristes, effectivement, à mettre un peu de verre dans leur plage. Oui, voilà, ça c'est vrai, mettre un peu de verre dans la plage. Et puis, effectivement, peut-être une envie d'aller découvrir aussi un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est pas très loin. La réserve naturelle, elle est à 4 km en fait, du littoral, mais on est déjà à l'intérieur, au bord de Seignos. Donc, c'est aussi une démarche de venir voir ce qui se passe un peu en dehors des graines de sable, même si le grain de sable a un lien avec la réserve naturelle. Mais globalement, on est avec beaucoup de visiteurs qui viennent peut-être aujourd'hui avec un peu plus de recherche, de simplement pas qu'une promenade dans un espace vert. Je parle de vert parce que le vert est très présent sur la réserve naturelle en termes de couleurs et d'ambiance, mais qui viennent aussi voir un petit peu ce que c'est que protéger la nature sur le contexte du littoral. Des visiteurs curieux. Ouais. Alors, la réserve nationale de l'étang noir, c'est une 50aine d'hectares, dont presque 20 pour l'étang, 20 pour des boisements hygrophiles, c'est-à-dire qui se développent en milieu humide, donc majoritairement, la réserve de l'étang noir, ce sont des zones humides. Exactement, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout, qui peut être visible, comme quand on arrive sur le point de vue au niveau de l'étang noir, ou qu'on a des petits cours d'eau qui longent la passerelle, parce que ce qui caractérise le site aussi, c'est la manière dont on le découvre, c'est cette passerelle de bois. Sur pilotis. Sur pilotis, parce qu'il y a de l'eau partout, et notamment pour traverser le boisement marécageux, qui est un boisement primaire, primitif, le boisement tout tordu, en bazar, en fouillis, avec les racines dans la vase. Donc c'est l'image en fait, j'allais dire d'autrefois. Et primitif, ça veut dire que il n'est pas né de la main de l'homme. Tout seul. La nature a fait ça toute seule. Même si la main de l'homme peut aider, la nature, l'homme est dans son milieu et vit dans son milieu, donc il participe aussi à donner une forme à la nature. Mais là, pour le coup, effectivement, on est dans un boisement qui se développe tout seul, et c'est une volonté aussi, dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. L'objectif de conserver en fait cet habitat, c'est de le laisser se débrouiller tout seul et de laisser vivre son cycle en entier, c'est-à-dire des arbres qui poussent et des arbres qui tombent et des arbres qui pourrissent, parce que le cycle entier est là. Donc c'est vrai que cette passerelle, elle permet en fait de pouvoir pénétrer dans ce milieu de forêt marécageuse qui resterait sinon très inaccessible, et qui nous aide pour le coup à pouvoir faire comprendre, parce que dès le départ au classement de la réserve, dans les années 70, donc moi je n'étais pas encore sur le site, mais il y avait déjà une envie en fait de pouvoir faire découvrir, c'est-à-dire qu'on ne pourra arriver à protéger un endroit que si, les gens tout simplement peuvent avoir un contact
avec le milieu. Et puis, quand on voit, on peut se poser des questions et on peut peut-être aussi avoir une démarche plus active dans la compréhension de pourquoi on protège cet espace-là. Donc, finalement, cette impulsion, dès les années 70, elle a été présente sur la réserve naturelle. Et aujourd'hui, on est encore dans cette démarche, tout simplement. C'est de garder ce lien premier et primaire, un peu comme la forêt marécageuse ou cet étang qui s'est formé il y a des milliers d'années, des millions d'années même. Pour le coup, on garde ce contact-là et on vient, maintenant qu'il y a du personnel sur la réserve naturelle, puisqu'on est 4 à travailler là, il y a une structure gestionnaire, le syndicat mixte de gestion des milieux naturels, on vient faire le lien et peut-être se positionner pour, pas forcément amener tout le savoir, mais en tout cas être présent pour pouvoir faire le lien avec ces visiteurs de l'été, mais pas que. La population. On parlera, de l'ensemble, j'allais dire, des gens qui gravitent, je vais utiliser ce mot-là, autour de la réserve. On est là pour faire ce lien, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir nous-mêmes, on se pose des questions, on met en place plein de choses pour pouvoir essayer d'y répondre, notamment des suivis scientifiques, et donc faire le lien aussi sur les suivis que l'on fait, de pouvoir traduire en fait nos résultats pour que les gens autour de la réserve puissent comprendre en fait ce qui se passe sur cet espace-là. Il faut connaître, comprendre pour mieux protéger. Exactement. Parmi vos missions, eh bien évidemment observer, suivre, protéger. Quel type d'habitat et d'espèces dans ces zones humides, alors à l'année, mais aussi en ce moment là, en fin d'été? Alors la liste pourrait être longue. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont première dans notre travail, c'est voir qui est là, qui habite là. Et puis d'essayer aussi d'aller voir un peu dans toutes les formes de vie. C'est vrai que basiquement, il y a les oiseaux, groupes de plantes, on peut avoir un peu les mammifères, donc voilà, la loutre d'Europe, dans les reptiles, on a beaucoup de variétés de serpents, donc là, on est déjà en train de basculer dans des choses qui peuvent parfois un peu moins parler au grand public. Un peu moins séduire. Voilà, sur des a priori, sur la représentation culturelle, donc, et puis on peut aller voir dans le tout petit, les mousses, les champignons, les insectes, donc là on est à l'automne, donc on est plutôt en ce moment en termes d'observation, si des gens venaient découvrir, on est plutôt dans la période de migration au niveau de l'avifaune, donc ça passe beaucoup au-dessus de la tête, et puis ça vient se poser dans le boisement marécageux. Alors on commence à avoir un peu de visibilité dans le boisement parce que les feuilles vont commencer à tomber, parce que sinon c'est le gros fouillis végétal, et du coup ça demande aussi une approche pour venir découvrir les espèces qui vivent là, un peu différente, c'est-à-dire oublions peut-être le regard pour vraiment savoir ce qui vit là, et il faut savoir faire marcher les autres sens, notamment les oreilles, pour repérer les bruits, voilà, donc savoir écouter. Et puis, il faut savoir les regarder ailleurs aussi que simplement devant soi. Donc là, je parlais des champignons, des mousses, des derniers insectes de la saison qui vont être aussi peut-être moins nombreux, mais plus spécifiques à cette période-là. Il y a une petite abeille, par exemple, l'abeille du lierre, qu'on ne voit qu'à l'automne, parce que c'est cette période-là où en fait elle va venir se nourrir des fleurs du lierre. Donc il y a une temporalité entre la floraison du lierre et en fait la présence de cette espèce-là, qui est une abeille sauvage. Et voilà, c'est par exemple, si on veut observer l'abeille du lierre, il faut savoir repérer avec ses yeux le lierre et venir à la bonne époque, donc plutôt à l'automne. Voilà, donc en ce moment, c'est plutôt la migration au niveau de l'avifaune et c'est les derniers insectes spécifiques. Avec une spécificité de cette réserve, outre le fait que ce soit une zone humide, c'est l'organisation des habitats et des végétaux en mosaïque. Oui. Alors, Élise, tu as parlé de 52 hectares. Alors, c'est pas un grand espace protégé en termes de territoire, même si il y a des habitats connectés. On parle de connexion entre les milieux, comme un couloir qui fait le lien entre deux pièces dans une maison. Donc, il y a beaucoup d'habitats connectés, en fait, qui sont d'intérieur. Ça, c'est l'histoire de la réserve. Ça date des années 70. C'était le début de la protection de la nature, donc c'était plutôt du petit plutôt que du grand par rapport aux peurs liées à la protection. Et donc, finalement, dans ces 52 hectares, on retrouve, j'allais dire, tous les habitats typiques de zones humides que l'on peut trouver dans notre contexte de territoire qui est bord de littoral, sud des Landes, paysage de zone humide. Donc on a en même temps la chambre forêt marécageuse, on a l'étang noir, un milieu qui est totalement en eau. Il y a d'autres zones humides, type de zones humides, notamment des espaces de tourbières qui sont très particuliers avec une mousse qui s'appelle l'asphène et c'est elle qui va être à l'origine de ces habitats qu'on appelle des tourbières. On a aussi des petites zones de prairies
avec de la prairie humide et aussi des prairies un peu plus sèches. Et puis, bien sûr, on est dans les Landes, donc on a aussi du boisement plus sec que le boisement marécageux. Des boisements de pins, mais qui sont avec, le look du sud des Landes, c'est-à-dire un sous-bois où on va retrouver du chêne liège, du chêne pédonculé, des arbousiers, du houx. Voilà. Donc, on a un peu de tout, finalement. Là, sur un tout petit espace, on va avoir la carte d'identité locale en termes de paysage. Et c'est cette diversité de paysages qui est aussi, alors c'est un enjeu de conserver cette diversité de paysages à l'intérieur de la réserve. Et ce sont ces différentes pièces de vie qui vont être aussi intéressantes en termes de biodiversité, puisque des espèces vont être très spécifiques des habitats humides et d'autres espèces vont plutôt être en lien avec les habitats forestiers, qu'ils soient humides ou pas, ou alors des habitats, ce qu'on appelle des milieux ouverts, comme les zones de prairie ou les zones de tourbière, avec du sec et de l'humide. Donc c'est cette richesse, de cette mosaïque de milieux qui va nous amener la richesse en termes de biodiversité. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de toutes les conserver. Exactement, c'est un objectif. L'autre particularité aussi, c'est que l'étang noir, il est alimenté par 4 rivières. Est-ce que pour lors d'été chaud, comme on a pu connaître, avec moindre précipitation, ça veut dire que l'étang peut être en danger ou c'est juste une modification et que la nature s'adapte ? Alors, heureusement, la nature s'adapte. On peut dire ça. Je pense que Emma est d'accord aussi. Heureusement, elle s'adapte. Tout comme nous, on doit s'adapter aussi. La difficulté, alors on parle des périodes de sécheresse. En fait, la difficulté d'adaptation, c'est que on a des épisodes consécutifs de très 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 chaud. Et en même temps, le changement climatique, et on parle de réchauffement climatique, c'est pas toujours forcément que des histoires de température qui deviennent plus chaudes, c'est aussi toute la problématique de la pluviométrie qui va être pendant des périodes parfois plus restreintes, mais avec des abats d'eau. On parle vraiment des abats d'eau, donc qui vont être beaucoup plus importants. C'était le cas cet été d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être bien connu au niveau national. Mais par exemple, sur la réserve naturelle, on a une station météorologique et on mesure en fait plein de paramètres pour voir ce qui se passe vraiment au sein de la réserve naturelle, ce qui nous permet aussi d'avoir des informations pour pouvoir comprendre en termes de biodiversité aussi ce qui peut se passer. Donc là, quand on parle de saison sèche, on a eu plutôt une saison très pluvieuse avant. Donc cette année, en tout cas au niveau des cours d'eau qui alimentent l'étang noir, on n'a pas eu forcément des niveaux dans les cours d'eau qui ont été très bas. Après, il faut savoir que les zones humides qu'on va trouver sur le site, elles sont alimentées effectivement par les cours d'eau, mais aussi énormément par la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau qui vient du sol. Et comme on a eu de fortes pluviométries, finalement, la nappe phréatique, cette année, elle est restée relativement haute. Donc, ça maintient quand même un taux d'humidité qui va être très important pour la biodiversité qui est présente. Et ensuite, il y a la pluie aussi directement qui vient alimenter ces zones humides. Donc, on n'est pas dans cette année, en tout cas, dans un format de sécheresse qui a eu un impact, alors quand je dis c'est un impact à court terme, parce qu'il y a des impacts à long terme en fait, et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on essaie plus de suivre et de mesurer, d'étudier à l'intérieur de la réserve. Sur le court terme, en fait, on n'a pas un choc qui s'est passé cette année par rapport aux épisodes de chaleur. Mais cet effet répété depuis plusieurs années, ces effets répétés aussi d'arrivée d'eau massive, c'est plutôt ça qui va être peut-être... J'utilise encore un peut-être, même si on commence à savoir que oui, il y a un effet, va modifier en tout cas les habitats que l'on peut avoir, donc la biodiversité qui est présente. Et du coup, nous, on doit s'adapter aussi à ça, en termes de gestion de cet espace-là et de protection, avec peut-être des mesures qui vont devoir être un peu différentes. Ce qui est bien aussi, ça nous bouscule dans les méthodes ou les pratiques que l'on peut avoir ou que l'on pouvait avoir, et d'essayer d'avoir un regard un peu différent. Alors, on n'est pas dans du jardinage dans une réserve naturelle. Donc, il faut trouver là aussi, j'ai dit le juste équilibre au départ, c'est peut-être un mot que je vais utiliser, ou que j'utilise régulièrement, mais c'est savoir adapter, accepter aussi que la nature en s'adaptant ne réponde pas toujours forcément à ce à quoi on s'attend. Et c'est la difficulté en termes de protection en fait de la nature, parce qu'on essaie de garantir quelque chose qui puisse être en équilibre, qui fonctionne bien. Et c'est vrai que ce changement climatique et ces impacts qu'on mesure à une échelle locale, là pour le coup, c'est pas simple.
à pouvoir voilà. Et décrypter. Et comme c'est assez nouveau, est-ce que ça veut dire que les nouvelles méthodes que vous pouvez peut-être mettre en œuvre, elles restent assez expérimentales? Oui, ça fait partie en fait aussi des choses qui se passent quand on vient protéger la nature. Après, il y a des petites infos quand même qui commencent déjà un peu à sortir sur justement le super jardinage et peut-être pas finalement la méthode la plus adaptée parce qu'elle est sur du court terme. Et finalement, nous, on est présent là avec notre regard à cet instant T, à notre échelle humaine, moi, à ma petite échelle humaine, en tant que conservatrice. Et pour le coup, ce qui commence à sortir au sein de plusieurs espaces naturels protégés, c'est que les milieux qui sont avec un regard, j'allais dire, ou une gestion qui est plutôt qui tend vers la naturalité, c'est-à-dire, on parlait du boisement marécageux, c'est-à-dire de ces boisements où on a des cycles complets, où on laisse pourrir les arbres, où on n'intervient pas de manière très forte, on regarde ce qui s'y passe, mais on les laisse fonctionner dans leur propre dynamique. Il semble, en tout cas maintenant sur le peu de recul qu'on a encore sur les notions de changement climatique, que ces milieux-là s'adaptent un peu mieux à ces phénomènes en fait climatiques qui sont en train de se modifier. Donc il y a de la mortalité qui va être un peu plus importante, mais finalement, dans ces forêts-là, il y avait déjà un cycle avec du bois mort, donc j'allais dire une biodiversité associée qui était là pour recycler la matière et qui donc de ce fait, alors un peu plus de boulot, parce que peut-être qu'il y a plus de matière à recycler, mais finalement, j'allais dire le stock en fait capacitaire de pouvoir recycler, il est quand même présent. Alors que dans des milieux qui sont parfois très jardiniers, très interventionnistes, finalement, cette matière-là qui participe au recyclage n'est pas présente. Et comme, par exemple, la mortalité des boisements, en fait, devient plus importante, du coup, en termes de recyclage, j'allais dire, il n'y a pas le bon système qui est en place. Et ça prend du temps pour se mettre en place. Bien sûr. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si tout ce que je formule est totalement très compréhensible, clair. Mais c'est juste expliquer que, voilà, il faut savoir, finalement, on a une mosaïque de milieu, il faut savoir avoir une mosaïque de regard. Et ça veut dire que cette mosaïque de regard, tu la façonnes en tant que conservatrice, alors j'imagine par l'observation sur le site, mais aussi peut-être par l'observation de ce qui se fait ailleurs dans des zones un peu similaires. C'est-à-dire que je porte le regard en tant que conservatrice, mais on doit porter le regard. Et de toute façon, rien ne se fait tout seul. Si on avance tout seul, si on pense que c'est avec ça en fait que les choses vont pouvoir se comprendre, pouvoir intervenir, pouvoir agir, ça ne se fait pas tout seul. Alors, son propre regard est important, surtout quand on y reste un long moment, mais surtout, il faut savoir aller chercher d'autres regards. Et puis, on a des compétences dans notre regard sur certains domaines, et puis sur d'autres, on n'a pas du tout. Donc, là aussi, ça serait un prisme qui serait trop éliminatoire, j'allais dire, si on ne se fixait que sur son propre regard. D'où l'intérêt de croiser les regards en termes de protection de la nature et c'est le lien aussi avec Emma, cette volonté d'aller croiser en fait les regards, aller aussi chercher dans d'autres domaines que l'on ne connaît pas, qui vont porter un regard qui ne sera pas toujours forcément au départ naturaliste ou lié à la conservation de la nature, mais qui par un regard différent peuvent venir alimenter. Et c'est finalement ce qu'on cherche. En fait, il faut aller s'alimenter pour pouvoir mieux comprendre. Donc Emma, en charge depuis le printemps d'un diagnostic territorial, ancrage territorial. Tu vas nous expliquer dans quelques instants de quoi s'agit-il et quelles sont les conséquences de ce diagnostic. Après une pause en musique choisie par tes soins, d'ailleurs tu as choisi écouter Back on My Feet de Kimber Rose. C'est quoi, c'est un clin d'œil à ta mission au sein de la nature? C'est juste une chanson que t'aimes bien? C'est une chanson qui m'a accompagnée tout au long de ce stage. Donc pendant ces 6 mois, c'est une musique à la fois un peu inspirante pour ses paroles et très, très dynamique. Donc ça met dans un bon état d'esprit pour aller travailler. Oh, I know I've been there before, but I ain't sorry. It's plain to see. I just let go, this time for sure. And in the blink of an eye, and yeah, I made my mistakes,
trying to escape. At least I'm gonna give it a try. Find a new way to breathe. I just let go out on my own. Watch me enjoy the ride. And where the twists and the turns, I'm gonna learn. I'm the only one to decide. On My Feet, Kimber Rose, programmation musicale de mes invités aujourd'hui dans Good Morning au Segor, l'interview, et Malorgue, étudiante en Master 2, chargée d'une mission diagnostic ancrage territorial au sein de la réserve nationale naturelle de l'étang noir à Seignos, ainsi que Stéphanie Darblat, conservatrice de la réserve. Alors, l'un des facteurs clés pour remplir vos objectifs, qui sont suivre et protéger cet écosystème et sa biodiversité, c'est le lien au territoire. On l'oublie parfois, et c'est là que tu interviens, Emma. Donc, tu es étudiante en Master 2 transition environnementale, et donc tu as fait un stage à la réserve nationale. Il est terminé ou pas ? Il se termine aujourd'hui. Ah oui, alors, effectivement. On est en plein dans l'actu. Oui. Et donc, pendant 6 mois, tu étais chargée d'établir un diagnostic d'ancrage territorial. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors concrètement déjà c'est une démarche qui a été impulsée à l'échelle nationale, enfin c'est pas spécifiquement l'étang noir qui a décidé de mettre en place cette étude. C'est toutes les réserves naturelles. Oui, ça a été impulsé par l'association des réserves naturelles de France. Donc là ça fait plusieurs années qu'il y en a qui sont menées dans différentes réserves en France, et là cette année ça s'est vraiment développé à plus grande échelle. Il y en a eu 15 simultanément en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et ça va également être le cas l'année prochaine dans d'autres régions de France, donc métropolitaine et aussi outre-mer, donc dans les réserves d'outre-mer. Et alors ce diagnostic ? En quoi ça consiste ? En gros, le but du diagnostic d'ancrage territorial, c'est de voir en fait comment une réserve, donc un espace protégé, qui est des fois associé à une mise sous cloche, et en fait peut s'intégrer finalement dans un territoire plus large avec les acteurs sociaux, avec les structures, avec les riverains, enfin que finalement on dépasse cette notion de mise sous cloche, de bulle, et donc identifier un peu les liens, les perceptions qu'il y a autour de cette réserve, soit pour faire un état des lieux, soit pour les développer. Et finalement, le but de cette étude, c'est de rencontrer des acteurs locaux,
Donc là, à l'échelle de la réserve naturelle, le local, il est finalement assez large parce que je suis allée jusqu'à Bordeaux, à Pau, parce qu'il y a des liens avec des acteurs qui sont pas spécifiquement dans les Landes et à proximité directe de la réserve. Et en rencontrant donc une quarantaine d'acteurs, ça permet en fait d'avoir des points de vue très variés. Ça allait des associations locales de chasse et de pêche jusqu'aux directions régionales de l'aménagement. C'est très varié. Et donc ça veut dire des acteurs scientifiques, administratifs et civils. Oui, c'est ça. Finalement, il y avait un peu de tous les profils représentés. Et à partir de ça, parce que c'était des échanges qui duraient parfois 2 heures, donc en fait, on en ressort avec beaucoup d'informations. Donc après, pendant les mois de mon stage, j'ai dû revenir un peu sur ce qui avait été dit, analyser un peu les éléments clés qui peuvent être ensuite mobilisés donc par les membres de la réserve pour mettre en place des actions, déjà avoir des objectifs à partir de ce qui a été évoqué et potentiellement après mettre des actions en lien avec ces acteurs rencontrés et d'autres acteurs qui pourraient avoir le même ressenti, les mêmes points de vue en fait vis-à-vis de la réserve. C'était la première fois que tu réalises un diagnostic d'ancrage territorial ? Oui, c'était la première fois. Là, c'était pour mon stage donc, de fin d'études. Donc, c'est aussi une volonté de la part de l'association Réserve naturelle de France, c'est que la majorité des diagnostics sont réalisés par des étudiants en master 2. Donc voilà, c'était ma première fois et sûrement ma dernière, mais c'était très enrichissant. En tout cas, j'en garde un. Tu as eu plein de surprises justement sur l'étendue de ces liens et de ces partenaires éventuels en fait d'une réserve. Oui, c'est ça. Déjà dans un premier temps, les premiers mois sont consacrés à la découverte de la réserve parce que je suis pas originaire d'ici, donc rien que déjà là les surprises s'enchaînaient de jour en jour. D'où toi ? De Limoges, Okay. donc de la Haute-Vienne. Et donc là, déjà dans un premier temps, c'était plus des surprises personnelles et de découverte. Et ensuite, dans la rencontre des acteurs aussi, c'était intéressant d'un point de vue sociologique de dézoomer en fait la réserve, de la voir sous différents prismes parce que forcément j'ai une fibre environnementale, par mes études et de mes valeurs personnelles, etc. Et c'était intéressant en fait de le voir par d'autres prismes de gens qui peuvent être sensibles mais sur certains aspects, pas sur d'autres. C'était une découverte plus générale et enrichissante plus que de la surprise spécifique et ponctuelle. C'est plus ça m'a permis de dézoomer sur un espace protégé et de le voir sous plusieurs angles finalement pertinents aussi. Qui se nourrissent les uns les autres. C'est ça. Et quels sont les points clés de ce diagnostic et peut-être les nouveaux objectifs de la réserve ? Déjà, le diagnostic, il s'intéressait finalement à la connaissance, à l'intérêt et à l'implication des acteurs. C'était en 3 grands axes. Et donc, les points qui ont été soulevés, c'est qu'il y a de forts liens. Donc, en termes d'implication, etc., il y a vraiment beaucoup de partenariats qui sont faits entre la réserve et des acteurs du territoire, donc des collectivités, d'autres associations, des privés. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qu'il y a une dynamique qui est lancée par la réserve et qui est, je pense, vouée à perdurer, à se poursuivre. Après, donc c'est en termes de connaissances, en fait, des fois, ce qui a été un peu, ce qui est revenu souvent, c'est que l'implication peut être là sur un sujet précis, et des fois, c'est plus une connaissance générale qui est plus partielle, mais c'est propre aussi à l'humain. Souvent, dans les interactions sociales, on s'intéresse à un pan à un lien commun, à un sujet précis, et on a c'est humain, on s'élargit pas forcément à l'ensemble par exemple là pour le cas de la réserve naturelle, à l'ensemble des missions proposées, et c'est ce qui est largement revenu dans les entretiens. Donc ça va être comment faire en sorte d'avoir un regard plus large et plus général de la réserve pour mieux la comprendre et du coup mieux la soutenir, mieux se l'approprier aussi prochainement. Stéphanie, ça a été une bonne surprise ce diagnostic ? Ça a été déjà un gros travail mené par Emma.
Je vais garder le mot de surprise parce qu'effectivement, on a eu des surprises. C'est toujours intéressant. On a un vécu, on a nos missions, on a la manière dont on communique dessus, on a tout le travail en fait que l'on fait, et d'avoir des retours sur les. Je vais insister sur le mot, sur les perceptions. En fait, de plein d'acteurs différents. Il y a des choses où en fait on s'attendait à avoir certains retours, elles y ont été. Il y en a d'autres, oui, c'est une surprise parce qu'on a des retours qui peuvent être parfois positifs, parfois négatifs, mais c'est venir se nourrir en fait de tout ça, c'est-à-dire des choses où on n'est pas surpris et des choses dans lesquelles on est surpris, en sachant que donc, tout le travail d'Emma, comme elle l'a précisé, donc c'est un projet qui est porté par Réserve naturelle de France, donc toutes les réserves naturelles nationales et régionales, parce qu'il y a deux niveaux de statut de protection, sont regroupés au sein de cette association. Donc là, il y a eu un petit boost cette année sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie avec des financements aussi qui ont été attribués, parce que bien sûr, on dépend aussi de ça. Donc, c'est des financements qui ont été acquis dans le cadre des fonds verts portés par l'État. Et donc, ça nous a permis, en tout cas, de pouvoir aller un peu plus loin, justement, avec je parlais tout à l'heure des liens, de croiser les regards. Voilà, là, on va, au travers de cette enquête, finalement, avec tout un questionnaire qui est établi par une méthodologie, en fait, qui est portée par Réserve naturelle de France, et c'est la LPO aussi, qui a participé à la construction, j'allais dire, de la méthode. Donc avec ce questionnaire standard, ça permet aussi de venir, j'ai bien aimé le mot de dézoomer, ça permet de dézoomer en fait sur notre propre regard qu'on a sur cet espace-là. Et donc des surprises bien sûr sont sorties du sac magique. Et l'objectif pour nous, c'est finalement déjà d'abord de digérer toutes ces informations. Et toutes les réserves naturelles ont en fait un document cadre qui s'appelle le plan de gestion. C'est un document qui est rédigé en fait par, les gens qui sont sur le terrain. C'est la structure gestionnaire qui porte en fait ce document-là, avec des seuils de validation. On a un comité scientifique au niveau régional. Enfin voilà, il y a tout un cadre. Et finalement, pour protéger, et pour pouvoir protéger ensemble, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait rien tout seul. On va pouvoir, une fois qu'on aura digéré nos surprises et les résultats que nous a déjà un peu mouliné, passé à la moulinette Emma, pouvoir essayer de les intégrer dans notre plan de gestion. C'est-à-dire concrètement, venir transformer ces perceptions, les choses positives et négatives qui en ressortent, et pouvoir nous proposer des actions dans le cadre de notre plan de gestion avec l'objectif, adapté à ce qui est positif, on va essayer de le garder, de le conserver à minima et de le renforcer. Et puis ce qui est négatif, on va venir analyser le pourquoi négatif, et ensuite il y avait bien le mot perception. Donc, voir si la perception, elle est cohérente aussi avec nos objectifs de conservation. Ça veut dire que quelque chose de négatif, il faut savoir le prendre en compte. Et parfois aussi, la prise en compte, c'est de dire, mais là, je n'irai pas essayer de travailler des actions par rapport à cet aspect négatif-là, parce que c'est peut-être pas directement en lien, par exemple, avec la réserve naturelle, ou je n'ai aucun levier au sein de la réserve naturelle et avec un plan de gestion pour pouvoir répondre, en fait, ou aller vers l'amélioration de cet aspect négatif. Par contre, il y a peut-être un autre partenaire avec qui je travaille qui pourra venir faire une action, en fait, qui pourra participer à pouvoir agir sur cette vision, perception négative. Et tout ça vient ramener ce qu'on a mis au début, en fait, trouver le juste équilibre et cette histoire de travailler ensemble, quoi. Donc Emma est venue participer sur le travailler ensemble. Donc Emma, tu termines ton Master 2 en transition environnementale, ton job de rêve ? Mon job de rêve, ça serait en fait sortir un peu des cadres, on va dire, standards des réunions, de la réunionite, on va dire, et en fait d'impulser une dynamique d'atelier et d'animation autour de l'environnement avec des acteurs du territoire. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai fait en diagnostic, mais ça serait en fait l'étape d'après. Ça serait créer une dynamique commune autour d'un support qui implique tous les acteurs qui sont autour, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'assister des fois à des réunions, chacun lit ses mails, chacun est sur son téléphone, etc. Et moi, mon job de rêve, ça serait de vraiment sentir
avec forcément les limites de chacun. Enfin, tout le monde ne peut pas être impliqué sur tous les sujets, mais d'essayer au maximum, en fait, de dynamiser ce genre d'échange, quoi. Donc, c'est un peu dans l'accompagnement des structures et collectivités dans la transition écologique, en fait. Et puis faire un pont entre ta formation scientifique et puis la société civile et autres. C'est ça, en fait, faire un peu des fois de la vulgarisation et que ça soit finalement plus digeste aussi et plus compréhensible pour tous. Tu es originaire de Limoges, ce goût pour la nature, l'environnement, il est né quand et comment ? Il est né là-bas. Enfin, Limoges, pour ceux qui connaissent, c'est très vert. c'est réputé pour étant la pleine campagne. Donc, j'ai grandi dans un tout petit hameau à proximité. Si j'ouvrais la fenêtre, il y avait des cerfs, des biches. C'était la maison au cœur de la nature et j'ai été sensibilisée par mes parents, par ma famille. Enfin, je suis issue d'un milieu aussi agricole. Donc, en fait, tout tournait avec ce rapport un peu à la nature et j'ai tout de suite baigné dedans. Et progressivement, en fait, de base, je voulais être journaliste. et progressivement, je me suis rendu compte que je voulais faire un peu du journalisme autour de l'environnement. Et ça s'est un peu, finalement... dilué, on va dire, vers de la médiation. Enfin, il y a toujours cette idée, en fait, de communiquer, de transmettre, mais d'être plus en lien avec les enjeux d'un territoire. Et donc voilà, ça mélange un peu tous mes centres d'intérêt, et aussi mes valeurs et ma personnalité, on va dire. Voilà. Et toi, Stéphanie ? Ce Moi, goût pour... J'écoutais Emma parce que c'est ça me fait quelque chose en fait d'entendre ça, cette notion de l'enfance en fait connectée à la nature. J'ai même de l'émotion quand j'en parle. Hein. C'est vraiment finalement le lien premier, il est là sur cette connexion qu'on va avoir à la nature et sur dans le développement qu'Emma en a fait aussi sur la connexion, un petit lapsus, la connexion entre humains finalement et comment connecter les humains entre eux. Alors avec un mot connecté, aujourd'hui le connecté on peut l'avoir sous plein de formats virtuels etc. Mais comment on garde en fait cette chose primaire et primitive, comme la forêt marécageuse en fait, avec ce boisement qui se tord, qui s'en va dans tous les sens, qui va pas forcément là où l'homme voudrait en fait qu'il aille. Quand je dis l'homme, l'être humain de manière générale, qui parfois embête, on peut rien en faire, etc. Non, comment en fait on se connecte à la nature et comment en fait on se connecte entre humains après. Je crois que la base fondamentale elle est là. En tout cas, c'est ma conviction. Et finalement, quand on bosse dans la protection de la nature, je crois que c'est la ligne en fait que l'on se donne. Moi, je suis partie de là aussi. Hein. Moi, j'ai grandi dans les Pyrénées. Donc, effectivement, la prairie d'à côté, c'était là aussi où j'aimais juste m'allonger dans l'herbe et avoir les herbes qui me paraissaient peut-être faire 2 mètres de haut parce que j'étais gamine, toute petite. Et je crois que c'est là, en fait, à cet âge-là, on n'est pas du tout avec l'idée de tiens, protégeons la nature, on est juste dans un endroit où peut-être on se sent bien et où on sent qu'il y a du vivant. Et puis on le fait parfois avec des copains à côté et en fait la connexion elle est là. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui fait partie des choses à transmettre ou à garder dans la continuité parce que c'est là que peut-être après en grandissant en tant qu'humain on a tendance à s'en éloigner. Hein. On voit bien d'ailleurs quand il y a l'éducation à la nature à la réserve, les enfants les plus petits en fait ils ont le regard qui part partout, qui est intéressé pour le tout petit truc là caché derrière la feuille et puis après en grandissant en fait on s'en éloigne de ça tout simplement. Donc comment on peut participer quand on grandit, c'est un des objectifs aussi de la réserve, en grandissant à pas oublier qu'on a pu avoir le regard sur ce tout petit truc qui était derrière la feuille. Bon, allez le voir à la réserve naturelle nationale de l'Étang Noir. Le site est accessible en visite libre et gratuite toute l'année via cette passerelle sur pilotis d'un peu plus d'1 kilomètre qui nous plonge vraiment dans une atmosphère incroyable. Hein. C'est vraiment quelque chose à faire. Et puis des visites sont organisées alors tout l'été, mais aussi le reste d'année. Bien sûr, bien évidemment. Lors de manifestations. Oui, c'est ça. Avec soit des événements précis, soit alors on a un programme d'animation, donc n'hésitez pas à les consulter. Alors
Je parlais de connecter, vous pourrez aller voir voilà, là, sur le net, etc., sur les réseaux. Non, mais on utilise aussi, hein, mais voilà, mais surtout pour les gens qui sont là, qui vivent là avec nous sur le même territoire, venez pousser la porte de la réserve aussi. Il y a la maison d'accueil, c'est le lieu où on travaille. Ce sont nos bureaux ça, même aussi. quand on fait la visite libre, il y a la maison d'accueil. En ce moment, elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h. C'est les après-midi, effectivement. Après une visite libre, on peut très bien venir. Bien évidemment. Et puis voilà, s'il y a des questions, on peut essayer d'y répondre. En tout cas, c'est un lieu aussi où on peut se connecter entre humains dans un milieu naturel. Voilà. Connectez-vous à la nature, à la réserve de l'Étang Noir. Et puis, pour toutes les infos, connectez-vous virtuellement sur le site étang-noir.fr. Et puis, vous pouvez retrouver aussi des photos et des actus sur les réseaux sociaux. Réserve naturelle Étang Noir. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Élise. C'était Good Morning Hossegor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du mardi au vendredi en direct à 9h, rediffusion à 16h.